dans les 20 prochaines minutes, nouveau débat politique pour évoquer les priorités du nouveau président, la recomposition politique, les élections législatives et le tout prochain gouvernement de la France. Avec Frédéric Rivière, nous recevons Anne-Marie Idrac, membre de l'équipe d'En Marche, ancienne secrétaire d'État, ancienne patronne de la RATP et de la SNCF. Bonjour à vous. Bonjour. Jean Messia, coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Bonjour monsieur. Bonjour. Et nous attendons Alexis Bachelet, député socialiste, qui était un soutien de Benoît Hamon lors de la campagne. Édition spéciale sur RFI. Arnaud Pontus, Frédéric Rivière. Bonjour à tous les deux. Anne-Marie Idrac, je vais vous poser tout de go la première question. Pourriez-vous être le Premier ministre ou la Première ministre d'Emmanuel Macron, puisque vous le savez, votre nom circule depuis maintenant déjà quelques jours. Je n'en ai aucune idée. Oui, c'est souvent comme ça. Et mais c'est bon signe. Regardez les images là. Moi, je suis fière. Nous sommes à la radio, je précise. Moi, je suis fière de Les Nous auditeurs avons les ne voient écrans, pas. nous avons les écrans télé allumés et les images de la fête d'hier soir au Louvre notamment. Oui, c'est plus que des images de fête. Et sur RFI, j'ai envie particulièrement de dire que c'est des images de la fierté française. Élire un président de cet âge-là, élire un président qui ose sans problème, avec joie, c'est le cas de le dire, faire jouer l'hymne à la joie au Louvre, au lieu de l'histoire française. Moi, ce que je ressens ce matin, c'est que le casting de la France, il est réussi. Et donc, votre destin personnel, si je puis dire, le fait d'être ou pas à Matignon dans quelques jours, ne vous importe pas ce matin ? Écoutez, le président de la République décidera en temps voulu, il l'a annoncé. Vous n'avez pas de discussion ? Il a suffisamment de finesse, d'intelligence, de la politique, des choses, des gens, et suffisamment envie de rassembler et agir pour faire le meilleur choix. J'ai rien de plus à en dire, donc on ne va pas passer la matinée J'ai bien là-dessus. compris que vous ne nous direz rien, même ce que vous savez, mais est-ce que vous avez des discussions à ce propos avec lui ? Je ne vous dirai rien. Le casting de ce matin, c'est le casting d'un nouveau président de la République dont nous pouvons être fiers. Alors, on va se tourner vers Jean Messia, équipe de campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen a été donnée quelques jours avant le débat de l'entre-deux tours à 41% d'intention de vote contre 59% à Emmanuel Macron. Puis est arrivé le résultat qu'on connaît, autour de 34%, 66% pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui explique cette chute, cette voire dégringolade dans les sondages ? Est-ce que c'est précisément le débat de l'entre-deux tours ? Je crois que ce qui se passe est quand même suffisamment historique pour ne pas se limiter à un débat. On a quand même 11 millions d'électeurs qui ont porté leur voix sur la candidature de Marine Le Pen. Nous sommes effectivement dans une dynamique de recomposition en profondeur de la vie politique française autour de deux grandes forces. La force, je dirais, euro-mondialiste représentée par M. Macron, qui est en réalité une créature nouvelle, mais avec une arrière-boutique qui regroupe tous les membres de l'ancien système qui vont appliquer l'ancienne politique, qui vont même l'approfondir, celle qui est responsable de la situation catastrophique dans laquelle la France est aujourd'hui. Donc le débat, c'est un peu un épiphénomène, si vous voulez, dans cette dynamique d'ensemble. Mais le résultat n'en est pas forcément un. Là où vous attendiez 40%. Le résultat est un véritable record. C'est quasiment 80% de plus par rapport à 2012. Je l'entends, Jean Messia, mais le fait est que vous espériez forcément mieux, forcément plus, autour de 40%. On espère toujours plus, on espérait la victoire, bien sûr. Maintenant, les choses ne vont pas au rythme où l'on souhaite, mais ça n'empêche qu'elles vont... Donc il y a une petite déception malgré tout ? C'est sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais bon, l'espoir, c'est que les choses avancent quand même. On nous avait parlé d'un plafond de verre à 5 millions d'électeurs, ensuite à 8 millions d'électeurs. Hier, on a fait quasiment 11 millions d'électeurs. Bon, les choses progressent, on verra pour les législatives. J'ajoute qu'à peu près 60% des gens qui ont voté pour Macron n'ont pas voté par adhésion à son projet. Ils ont voté contre Marine Le Pen suite à cette propagande outrancière d'entre les deux tours où on nous a quasiment criminalisés. Et donc, je vois avec beaucoup de drame, en fait, toutes ces personnes qui fêtent hier ce qu'elles croient être une victoire contre Hitler. Donc, bon, écoutez, tout ça, ça n'a pas de sens. Revenons à la raison. Est-ce que le fait que Marine Le Pen ait perdu est le simple fait d'un bourrage de crâne collectif subi par les Français ? C'est évident que ça... Marine Le Pen n'est pour rien dans cette défaite. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la raison principale, c'est que nous n'avons pas fait un combat à la loyale, puisque l'ensemble des corps constitués, l'ensemble des médias, ou à peu de cas près, étaient pour Emmanuel Macron. Toutes les unes des journaux, la veille de l'élection,
appelait à voter Macron. Donc on ne peut quand même pas dire que Marine Le Pen ait bénéficié du soutien et de la sympathie à la fois des médias et de tous ses adversaires politiques. Mais cela dit... Mais les Français peuvent aussi décider en leur âme et conscience sans se Oui, laisser mais influencer. vous savez, comme disait Serge Alimi, une opinion, ça se travaille. Et je peux vous dire qu'elle a été bien travaillée. Hier soir, c'était la victoire à la fois de François Hollande, qui avait tout planifié dans son livre. Un président ne devrait pas dire ça. Je vous invite à relire les pages 642 et 643 de ce livre. Tout est écrit dedans, toute cette stratégie qui a mené à la victoire d'hier, et la victoire aussi des grands médias. Voilà. Anne-Marie Idrac, à quoi, selon vous, Emmanuel Macron doit-il son succès? Est-ce que c'est en particulier cette idée du renouveau en politique qu'il a voulu porter pendant sa campagne? Oui, c'est l'idée du renouveau en politique, bien entendu. C'est aussi son analyse très très lucide que les anciens partis, les anciens systèmes et les anciennes manières de voir la politique sont dépassées, ne correspondent plus aux problèmes d'aujourd'hui, à la réalité des choses, à la réalité du monde. Et comme c'est quelqu'un qui sait comment ça marche, il a bien pris conscience et fait partager un certain nombre de gens la conscience. En effet, chez les soutiens, chez les militants, chez ceux qui ont voté Emmanuel Macron, il est jeune, il est dynamique, il va donner une image positive de la France. J'ai dit cela, mais je n'ai pas dit que cela. Non, mais voilà. Mais moi, ce que je vous demande, c'est, voilà, ça ne suffit pas, tout ça. C'était exactement ce que j'étais en train de dire, même si c'est une grande fierté française et avec une capacité d'espoir très importante qu'il incarne. Mais il a été très en avance, conscient de ce que les anciens partis, les anciennes manières de faire, ça ne marche plus. Bon. Aujourd'hui, En Marche est le premier mouvement politique de France, avec beaucoup de visages nouveaux, avec des gens qui n'avaient jamais fait de politique, ou d'autres qui, en ayant fait, étaient déçus, désolés, pour certains même désespérés. Donc je crois que c'est ça qu'il apporte, et puis surtout, il apporte l'idée d'agir et de trouver des résultats et d'apporter des réponses dans les actes et dans les faits et dans l'action sur la question du chômage, les questions de sécurité, les questions d'éducation en particulier. Pour autant, Anne-Marie Idrac, aucune certitude qu'il emporte les prochaines législatives? Aucune certitude. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi que je parle de fierté, mais je n'ai pas parlé de liesse. Nous avons tous et toutes parlé de responsabilité. Emmanuel Macron, hier soir, il endossait l'ensemble du peuple français. La partie qui a voté pour lui par conviction, j'en suis. La partie qui a voté pour lui par raison ou pour ne pas effectivement faire élire une représentante du Front National. Les abstentionnistes, les gens qui ont voté blanc ou nul, il assume l'ensemble du peuple français. Et il le fait avec beaucoup de responsabilité et de modestie dans une certaine mesure, en tout cas d'humilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de se retrousser les manches et de prouver dans l'action, dans les résultats, dans les actes, que nous pouvons effectivement sortir la France des ornières dans lesquelles elle est, écoutez, depuis un bon moment quand même. Jean Messia, on va écouter dans un instant un reportage sur l'Europe, mais précisément à propos de l'Europe, Emmanuel Macron, comme beaucoup d'autres candidats d'ailleurs, comme Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, a dit « l'Europe doit changer ». J'imagine que vous avez les plus grands doutes sur ses intentions à ce sujet. Écoutez, le problème, c'est que l'Europe est devenue une idéologie. Et comme toute idéologie, elle ne reconnaît pas la réalité ou ne s'embarrasse pas de la réalité. La vérité, c'est que la construction communautaire et son virage des années 90 ont plongé la France dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Notamment, le virage des années 90. C'est-à-dire le traité de Maastricht, la mise en place de la monnaie unique, une monnaie qui est calquée sur la monnaie allemande, gérée exactement comme le fut en son temps la monnaie allemande, qui explique que l'Allemagne cumule les excédents pendant que d'autres pays pour lesquels cette monnaie n'est pas adaptée, au contraire, cumulent les déficits. Donc à un moment donné, si vous voulez, entre les promesses qui ont été faites de ce projet européen et notamment de la monnaie unique et la réalité, il faut quand même essayer de corroborer les choses, évaluer
dans une approche coût-avantage, le bilan de l'euro. Or, ce n'est pas fait. Et ce que propose Emmanuel Macron, c'est faire un pas sur la réalité et approfondir la même logique qui nous a conduit là où nous en sommes. Alors, nous allons reparler d'Europe, on va poursuivre cette discussion dans un instant. Nous allons à Bruxelles, l'une des capitales de l'Europe, où l'élection d'Emmanuel Macron a été très bien accueillie. Le Premier ministre belge Charles Michel a même envoyé un tweet de félicitations à 20h10 précisément. Le président de la Commission européenne s'est réjoui, plusieurs partis politiques du Parlement européen également. Présidentielle très suivie, avec une communauté française forcément mobilisée hier soir. Retour sur cette soirée avec Laxmi Lotta. Les soutiens d'Emmanuel Macron à Bruxelles se sont réunis dans un bar non loin de la Commission européenne. Ils sont plusieurs centaines à fêter la victoire de leur candidat. Dans la salle, certains agitent des drapeaux européens. Très heureux et rassuré. C'est bon pour la France, c'est bon pour l'Europe. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de craintes. Content, on est content. C'est un soulagement. Surtout pour la France, mais c'est une victoire pour l'Europe aussi, oui. Soulagé quand même, parce qu'on avait toujours un peu peur. Nous, on a beau vivre de ça, de la Belgique. L'opposition au Front National était primordiale. Vous voyez que le Front bruxellois a fonctionné pour les institutions européennes. Dans la bulle européenne à Bruxelles, c'est aussi le soulagement. Eva Guicharus est stagiaire au sein des institutions de l'UE. Elle a pu suivre de près les conversations et inquiétudes par rapport au programme de la candidate du Front National et un possible Frexit, une sortie de la France de l'Union. C'était la grande hantise, c'était vraiment le cœur des discussions depuis une quinzaine de jours et même avant. Tous les regards étaient vraiment rivés sur l'élection française et Frexit, ça a été prononcé, oui. Donc c'était une vraie peur pour tous les pro-européens. J'espère que c'est un premier pas vers un renouveau européen et voilà, et maintenant on attend, on va voir, mais je suis vraiment pleine d'espoir, donc c'est super. Les Français de l'étranger sont allés voter au centre des expositions du Heysel. Parmi les électeurs, certains sont évidemment moins enthousiastes que les supporters d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Il n'y a rien qui va changer, c'est tous les mêmes. Oui, ça va pas. C'est tous les mêmes. Ça reviendra au même. C'est d'abord leur poche et la note après. Oh mais moi je m'en fous complètement. Il n'y a aucun vraiment des deux candidats qui me convient tout à fait, donc voilà. Donc je le fais simplement par raison. On va dire. Antonio Ilalio travaille à la Commission européenne au sein de la direction de la coopération internationale. Pour lui, ces résultats sont un signal envoyé à l'Europe. Il est conscient des attentes de nombreux citoyens. Il y a quelques inquiétudes, évidemment. On pense surtout, je dirais, aux montées du nationalisme de part et d'autre, et surtout dans les pays de l'Est. Alors c'est sûr que comment la France n'est pas exempte de cette situation. Je pense que c'est un soulagement et les changements que doivent opérer suite à ce vote sont essentiels pour une grosse partie de la population française qui souhaite à ce qu'il y ait un changement également au niveau des fonctions de la Commission européenne et surtout de l'Union européenne. Il n'y aura peut-être pas de miracle, mais pour le quotidien belge Le Soir, Emmanuel Macron est le président tombé du ciel. Laxmi Lotta, Bruxelles, RFI. Édition spéciale sur RFI. Anne-Marie Drac, on entend la volonté de changement pour l'Europe. Comment Emmanuel Macron va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il réussir à convaincre les partenaires qu'il faut changer cette Europe? Et peut-être, si je peux ajouter d'un mot, que va-t-il demander précisément? Quel changement va-t-il obtenir rapidement? Quelle drôle de façon de s'exprimer, demander. La première chose qu'il faut pour l'Europe et pour la France en Europe, c'est que nous retrouvions la confiance et la crédibilité de nos partenaires. En particulier par les réformes structurelles qui vont être engagées sur le marché du travail et par le respect de nos engagements budgétaires. Et puis deuxièmement, l'Europe, ça se construit. Nous ne sommes pas en position de demandeur. Nous sommes l'un des très grands pays de l'Europe. Nous sommes l'un des pays fondateurs. On ne va pas aller pleurnicher. Sans l'accord d'Angela Merkel, on ne va pas aller pleurnicher en disant nous ne sommes pas capables de faire des réformes. D'ailleurs, ça fait 20 ans que ça dure. Et s'il vous plaît, aidez-nous. Non. Nous sommes assez grands pour faire les réformes dont nous avons besoin, nous. Première étape, les réformes, pour être crédibles Pour être crédible et, dans le même temps, pouvoir aller renforcer l'Europe
sur les sujets où on en a besoin, où elle est utile, en particulier sur les questions de sécurité en frontière, sur les questions, je vais citer l'environnement, et bien sûr sur les questions de croissance. D'emploi, des travailleurs détachés. Il y a beaucoup, exactement. Bon, Ouais. d'ailleurs, je vois que tout récemment, des progrès ont été faits en matière de lutte contre les détachements excessifs et frauduleux. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous souhaitons effectivement, en particulier pour les pays de la zone euro, c'est que nous nous affirmions plus fortement, de manière à ce que, à terme, nous ayons par exemple un budget de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro, avec les instances démocratiques qui iront bien avec. Jean Messia, pour vous, ça, ce sont des idées insupportables? C'est insupportable. C'est pas que c'est insupportable, c'est que c'est totalement infaisable. Une nouvelle perte de souveraineté. Une nouvelle perte de souveraineté et surtout une nouvelle perte du classement ou en tout cas de l'efficacité de l'économie française. On a mis en place l'euro, d'accord ? L'euro a été taillé, comme je le disais tout à l'heure, sur l'Allemagne. Si demain nous mettons en œuvre un budget européen, ça veut dire qu'il y aura des impôts européens, d'accord ? Ça veut dire qu'il y aura aussi une politique fiscale européenne. Or, je doute que la politique fiscale européenne qui sera appliquée à ce budget soit en faveur de la France. La réalité, c'est qu'avec le budget fédéral européen, l'Allemagne obtiendra exactement la même chose à son avantage comme elle l'a obtenu par l'euro. Donc qu'est-ce que tout ça démontre ? C'est que pendant que la France tente de construire l'Europe, l'Allemagne en réalité construit l'Allemagne. Anne-Marie Idrac, est-ce qu'il y aura des impôts européens avec Emmanuel Macron ? Attendez, écoutez, quand vous êtes en train de ressortir un programme d'appauvrissement social, d'appauvrissement économique, que les 2/3 des Français viennent de repousser, vous savez très bien pourquoi. Pour des raisons évidentes de bon sens, c'est qu'on ne s'appauvrit pas et on ne réduit pas ses forces et on ne réduit pas ce que vous appelez la souveraineté en sortant regardez l'état de l'industrie française en 2002 et l'état de l'industrie française aujourd'hui. Que vous êtes en train 6,5 millions de chômeurs, 15% de pauvres. Donner. Ce que nous souhaitons, c'est en matière fiscale et sociale, harmoniser les choses, de manière à ce que certaines ça fait 15 ans qu'on en parle de concurrence, et bien justement, et ça fait 15 ans qu'on n'y arrive pas, avec des vieux partis comme les vôtres. Macron va le faire. Comment va-t-il y arriver, lui ? Il va y arriver. Hollande devait déjà le faire, M. Sarkozy avec toute son énergie devait déjà le faire. Merci de le dire, Alors, effectivement, c'est bien la raison pour laquelle nous changeons. Comment va-t-il faire ? C'est bien l'analyse que je disais tout à l'heure de l'échec des politiques précédentes, dont celle que vous avez, sinon assumée, en tout cas alimentée d'un certain point de vue intellectuel nous sommes comptables des résultats qui sont ceux de la France aujourd'hui. Vous arrivez au même constat, que nous n'avons jamais été au pouvoir. Merci Jean Messia. Comment va-t-il y arriver Il va y arriver par l'audace, comme d'habitude. Il va y arriver par la coopération, parce que c'est un homme de rassemblement. D'ailleurs, très intéressant de voir que tout de suite, pendant sa campagne, il est allé voir les grands dirigeants européens, notamment Madame May et bien sûr Madame Merkel, et que cette semaine, ça fera une grande partie de son budget. Il ne va pas arriver en disant « nous, la France, on va tout changer », parce qu'il sait comment ça se passe, encore une fois. Il va arriver en disant entre gens raisonnables, entre gens de la zone euro, qui voulons nous défendre, en particulier à l'international vis-à-vis de la Chine, vous connaissez bien ces sujets, je crois, ou vis-à-vis des États-Unis, quels sont les thèmes sur lesquels nous pouvons avancer ensemble, de manière à favoriser l'emploi et à favoriser la défense des Européens, la protection des Européens par leurs institutions européennes. Vous ne pouvez pas nier que Emmanuel Macron a une certaine confiance en lui et que jusqu'à maintenant, ça lui a réussi. Oui, mais son parcours en un an est tout de même assez étonnant. Est-ce que, fort de ce succès, il peut en effet convaincre ses partenaires européens d'apporter des modifications nécessaires au fonctionnement de l'Europe ? Tout ce que je viens d'entendre là relève de l'utopie la plus absolue. Parce qu'une monnaie sans nation n'a jamais existé et n'a jamais été pérenne, et un budget sans nation, c'est la même chose. Il n'est de budget et de solidarité que dans un cadre national. Si demain on fait un budget européen pour contrebalancer les effets négatifs de l'euro, ça voudrait dire des transferts budgétaires européens. Ça veut dire que l'Allemagne et les pays du Nord acceptent de mutualiser leurs richesses. Or ça ne se décrète pas et on ne peut pas forcer un Allemand à se sentir solidaire d'un Grec
ou d'un Italien ou d'un Espagnol. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la lutte, en tout cas les antagonismes avec la Chine et les grandes puissances. Les grandes puissances sont des États. Ils utilisent leur monnaie comme des instruments de puissance parce que ce sont des nations. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Et M. Macron, avec toute son audace, ne pourra rien obtenir parce que l'Allemagne, effectivement, est sur des positions nationales fardées sous les phares avenants de la solidarité européenne à laquelle il n'y croit pas. Un dernier mot. Anne-Marie Drac, juste d'un mot, vous savez si aujourd'hui il y a un geste, un symbole prévu par Emmanuel Macron? Vous verrez bien. On va découvre. Mais peut-être alors. Vous verrez bien. Mais franchement, on ne va pas refaire la campagne mais on va pas sur refaire le débat, surtout. les thèses de repli, sur les thèses... D'autant qu'on n'a plus le temps. Il y a quelques décennies qui ne vous ont pas permis de gagner et qui ont fait au contraire gagner Emmanuel Macron. Madame, monsieur, merci. Anne-Marie Drac pour En Marche et Jean Messia pour le Front National.